Bonjour, je suis Bernard Andrès, votre agent de voyage littéraire. De la Nouvelle-France à nos jours, la littérature québécoise est fille du voyage et des récits qu'en firent les premiers occupants, les explorateurs, les coureurs de bois et de paysages. Un monde nouveau pour ces derniers, mais qui ne l'était guère pour les nations du nord de l'Amérique qui l'habitaient, ce monde, et de bien longue date. Raconter cette nouveauté toute relative, narrer cette rencontre avec l'autre et avec soi-même, se découvrir autre soi-même est ce qui fonde les premiers textes du corpus québécois, comme les plus récentes tentatives narratives et les plus récentes explorations textuelles et hypertextuelles. Pour nous accompagner dans ce périple, nous ferons appel à l'Atlas littéraire du Québec, publié chez Fides en 2020. Cet ouvrage de référence regroupe une centaine de spécialistes dont certains ont accepté de se livrer ici à l'exercice de l'entrevue. De l'une à l'autre de ces rencontres avec des spécialistes, au gré de ces dialogues sur le roman, la poésie, l'essai, le théâtre et toute autre forme d'écriture, on voyagera en bonne compagnie du XVIIe siècle au XXIe siècle, sur les ailes de l'Association internationale des études québécoises. Bon vent et bon voyage. Présents depuis des millénaires en Nord-Amérique, les autochtones ne découvrent les Occidentaux qu'au tournant du XVIe siècle. C'est l'époque dite des découvertes, qui découvre qui, et bientôt de la colonisation. Dès lors, le Canada est terre d'immigration. Ces flux migratoires français, britanniques, hollandais donnent lieu à une première littérature de voyage, d'exploration, de guerre et d'évangélisation. Cette primo-littérature est le fait des descendants des premiers migrants français du XVIIe siècle. Ils sont devenus les créoles du Canada, comme on disait, puis les Canadiens désormais établis sur le vaste territoire de Nouvelle-France. Émigrés, ils le sont aux yeux des administrateurs métropolitains qui perçoivent déjà les Canadiens comme une collectivité distincte de la France. Ils le sont par la mentalité comme par les coutumes et un certain ensauvagement, comme on disait à l'époque. Les guerres intercoloniales avec les Britanniques, puis avec les États-Unis, renforcent un identitaire canadien marqué par la langue française et par la religion catholique. Mais sous le régime britannique, les autorités coloniales promeuvent, elles, une immigration anglophone et anglicane destinée à assimiler les Canadiens français. Résistance, rébellion et, pour certains d'entre eux, l'exil. Exilés politiques, mais aussi exilés économiques. 1 million de Canadiens français émigrent en Nouvelle-Angleterre entre 1850 et 1950. C'est dire que, de tout temps, les phénomènes migratoires ont marqué ce qui deviendra le Québec. Entre repli sur la terre paternelle et appel du large, la littérature en gardera trace, autant chez les auteurs de souche, comme on dit, que chez des émigrés comme Louis Hémon et sa Maria Chapdelaine. Jusqu'à ce que dans les années 1970, de nouvelles vagues migratoires conduisent ici de nouvelles plumes dans l'espace littéraire. Et ces nouvelles plumes ne viennent pas toujours d'Europe occidentale, mais aussi d'Asie, d'Orient, d'Afrique, d'Amérique latine ou des Caraïbes. Alors que dire de cette littérature migrante et de ce cosmopolitisme qui relance les questions identitaires dans un Québec en pleine affirmation de lui-même au lendemain de sa révolution tranquille? Figures de l'étranger, ces auteurs venus d'ailleurs menacent-ils le Québec littéraire ou l'enrichissent-ils de leur imaginaire? Que dire de ce nouvel exotisme dans les lettres québécoises? Ces auteurs de la migrance acceptent-ils eux-mêmes l'étiquette qu'on leur colle parfois ou bien cherchent-ils à s'en défaire? Autant de questions que nous nous poserons aujourd'hui en compagnie d'une spécialiste de la question, Catherine Cordoc, professeure à l'Université Carleton d'Ottawa.
Bonjour Madame Cordoc et bienvenue à l'Université du Québec à Montréal pour cette nouvelle entrevue de la série La vie littéraire au Québec. Merci. Catherine Cordoc est professeure au département de français de l'Université Carleton à Ottawa. Elle est rattachée à la School of Indigenous and Canadian Studies. Elle s'intéresse aux études comparées des littératures du Québec et du Canada et aux questions de la migrance littéraire ou des écritures migrantes, toutes dénominations qui feront justement l'objet de nos échanges aujourd'hui. Fine connaisseuse de la littérature québécoise et canadienne contemporaine, Catherine Cordoc a analysé dans ses publications de nombreux auteurs sous l'angle de la transnationalité, de la transculturalité, du créolisme et du plurilinguisme. La figure symbolique de Babel est au centre de sa réflexion. Catherine Cordoc y décline toutes les significations actuelles de cette figure biblique, notamment dans les œuvres littéraires de Jorge Semprún, Francine Noël, Eddie Bouraoui, Monique Bosco ou Ernest Pépin. Catherine, vous voilà toutes désignées pour nous éclairer sur ces questions que vous avez déjà synthétisées dans l'Atlas littéraire du Québec en 2020. Je renvoie à ce travail et à toutes les capsules de l'Atlas reliées à ces questions. On les retrouvera en annexe à cette entrevue. Alors ma première question, Catherine, que se passe-t-il donc dans les années 1970-1980 pour que cette expression littérature migrante voit le jour? Alors, merci Monsieur Andrès pour cette belle invitation pour parler un peu des écritures migrantes au Québec. Et alors, évidemment, dans les années, comme vous l'avez déjà bien dit, l'immigration n'a rien de nouveau au Canada ou au Québec. Mais dans les années 70, dans les années 80, il y avait une politique d'immigration au Canada et au Québec qui était beaucoup plus large et qui a accueilli des immigrants venus non seulement de l'Europe occidentale, mais aussi de l'Europe de l'Est, du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, des îles des Caraïbes, notamment de Haïti. Et donc il s'agit de populations qui ne sont pas nécessairement catholiques, qui ne sont pas de peau blanche ou de cultures européennes. Et cela rend les enjeux liés à l'immigration beaucoup plus, si je puis dire, visibles ou plus perceptibles. Déjà, l'intégration de communautés italiennes dans les années 50 ne se faisait pas sans heurts. On se souviendra de la crise de Saint-Léonard concernant la question de la langue d'apprentissage à l'école. Je ne reviendrai pas sur cette question, mais nous savons que toute la question de l'avenir du français et de l'apprentissage du français était vraiment sous les projecteurs par cette crise qu'on appelle la crise de Saint-Léonard. En effet, oui. Et alors, pour revenir à la littérature, que se passe-t-il donc avec la production des premières œuvres littéraires de ces auteurs, entre guillemets, néo-québécois, comme on les nommait jadis, une appellation toute problématique du reste, comme on le verra certainement? Alors, dans ce mouvement d'immigration qui est plus discernable, on constate la production d'œuvres littéraires qui évoquent l'immigration de manière très concrète. Il s'agit dans plusieurs de ces textes Il s'agit dans plusieurs de ces textes des défis que présente l'apprentissage du français, la compréhension de codes sociaux ou même l'incompréhension de ces codes sociaux, les écarts entre générations, entre membres d'une famille qui sont éduqués au Québec alors que les parents ont grandi dans le pays d'origine. Au cours des années 1980, surtout, de plus en plus d'écrivains publient des romans, des pièces de théâtre, des poèmes, des nouvelles, des essais, qui font état de diverses expériences de l'immigration, mais aussi de l'intégration dans la société québécoise. Et alors, particulièrement en 1983, Régine Robin publie le roman La Québécoite. Cet exemple dément peut-être ce que je viens juste de dire à propos de l'immigration, puisque Régine Robin est originaire de France, mais en fait son parcours n'est pas simple. Elle est née en France de parents d'origine de l'Europe de l'Est et dont de nombreux membres de la famille ont disparu dans les camps de concentration nazis. Et c'est ce roman, La Québécoite, qui met en scène de manière particulièrement frappante différents modèles d'intégration imaginés par une femme immigrante au Québec. C'est un roman au mode conditionnel qui suggère qu'il n'y a pas un seul modèle d'intégration, qu'ils sont tous semés d'écueils et en fin de compte voués à l'échec.
Et le jeu de mots sur la québécoise, la québécoite, Oui. souligne le silence, l'absence de dialogue entre l'immigrant et le québécois. Les traces textuelles de l'espace parisien avec la rencontre de l'espace montréalais insistent aussi sur ce tiraillement que connaît ce personnage entre le lieu abandonné et le lieu d'adoption. Et comme le dit si bien Joseph Quaterco dans son analyse, la québécoite, je cite, inaugure au Québec une écriture migrante postmoderne fondée sur la polyphonie et les collages discursifs. En effet, Joseph Quaterco analyse bien le parcours de Régine Robin dans l'Atlas littéraire du Québec. Fernand Harvey en fait d'ailleurs tout autant pour Naïm Katan dans le même atlas. Cette tension donc entre l'origine ou les origines pour Régine Robin et Naïm Katan n'est-elle pas ce qui anime aussi Marco Micone? Oui, tout à fait. C'est à cette époque aussi que l'écrivain Marco Micone, d'origine italienne, publie sa pièce, sans doute la pièce la plus célèbre, Jean du silence. Donc encore une fois, on évoque ce silence. La pièce publiée en 1982 et qui évoque les obstacles auxquels doivent faire face nombre d'immigrants, les défis à trouver une langue, un espace dans lesquels s'exprimer et le tiraillement que ressent très souvent aussi la génération des enfants qui sont nés dans le pays d'origine ou nés très peu après l'arrivée des parents. Et donc des enfants qui grandissent au Québec entre les langues, entre les traditions et les valeurs. Et le désir de ces jeunes à appartenir à un groupe social dominant qui se confronte au désir des parents de voir survivre leur culture et leurs valeurs. Évidemment, c'est aussi dans les années 80 qu'a vu la publication de la revue Vice Versa, une revue qui se disait transculturelle, publiée en français, en anglais et en italien. Donc, comme vous le voyez, les années 80, c'était vraiment une époque foisonnante pour ces questions autour de l'écriture migrante. Alors, donc finalement, ce terme écriture migrante est forgé lors de discussions auxquelles a participé Robert Bérouet-Oriol, un linguiste et poète d'origine haïtienne, et donnant lieu à des publications et des communications, ainsi qu'un article très important qu'il a publié avec Robert Fournier en 1992 dans la revue américaine Québec Studies sur les écritures migrantes et métisses. Il y a déjà 30 ans. Hein. Déjà 30 ans, c'est incroyable. Et les écritures migrantes définies par Robert Bérouet-Oriol et Robert Fournier, ils les définissent comme, je les cite, des œuvres littéraires produites par des sujets migrants. Ces écritures sont celles du corps et de la mémoire. Je souligne bien la mémoire. Et elles sont pour l'essentiel travaillées par un référent massif, le pays laissé ou perdu, le pays réel ou fantasmé, constituant la matière première de la fiction. C'est la fin de la citation. Ouais. Ils ont aussi identifié un autre corpus qu'ils nomment les écritures métisses. Et dans ces écritures-là, les sujets migrants, ou en d'autres mots, les voix qui parlent dans ces textes, se réapproprient, et là encore une fois je les cite, se réapproprient l'ici, inscrivant la fiction encore habitée par la mémoire originelle dans le spatio-temporel de l'ici. Ce sont des écritures de la perte, jamais achevée, de l'errance et du deuil. Oui, alors donc écriture métisse, écriture migrante, quelle est au fond l'importance qu'il faut accorder à ces questions de dénomination? Donc, en fin de compte, c'est surtout l'expression écriture migrante qui a collé. On a un peu mis de côté l'expression écriture métisse. Même si, en fait, je pense que c'est cette dernière qui reflète le mieux la littérature dont on parle, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire des textes qui évoquent, certes, le pays qui a été quitté, mais où le pays d'adoption, soit le Québec, est mis au premier plan. Mais c'est surtout Pierre Neveu qui a contribué à faire connaître l'expression écriture migrante et à qui on doit le succès de cette expression. Alors son texte qui est très souvent cité comme étant à l'origine du terme, mais lui-même, Pierre Neveu, attribue à Robert Bérouet-Oriol la paternité de l'expression écriture migrante. Alors en fait, je trouve qu'il y a une sorte d'amalgame entre écriture migrante et écriture métisse, mais on y reviendra
dans quelques minutes. En effet, oui. En effet, spécialiste de Gaston Miron et de la poésie québécoise, Pierre Neveu a fortement contribué à faire connaître les écritures dites migrantes et je renvoie ici à l'entrevue qu'il m'a accordée récemment dans cette même série d'entretiens. Mais parlez-nous donc, Catherine, de son essai de 1988, L'écologie du réel. Alors oui, son essai a été très important pour l'expression de l'écriture migrante, car il consacre tout un chapitre dans son livre aux écritures migrantes, dans lequel il analyse des textes écrits par des écrivains qui ont connu l'immigration, tels que Régine Robert, Naïm Katan, qu'on a évoqué il y a quelques minutes, Marie-Lou Mallette, pour ne nommer que cela. Il y en a plusieurs. Alors, en quoi ces textes sont singuliers? Et c'est la question que pose Neveu dans ce chapitre. Non, il n'y a pas qu'une écriture migrante, c'est ça? Exactement. Alors, les textes de Robin, Micône, Catan, ou on pourrait encore nommer Dany Laferrière, ne pourraient être plus différents les uns des autres, que ce soit en raison du style, des thèmes, du ton, de la forme. Donc, ce n'est pas un corpus homogène, et on pourrait même dire qu'il y a parfois plus en commun entre les textes migrants et non migrants qu'entre les textes migrants eux-mêmes. Donc, Pierre Neveu a essayé de montrer dans ce chapitre où il analyse les écritures migrantes que malgré la grande diversité entre eux, et aussi par rapport à il a voulu aussi montrer que par rapport à la littérature québécoise de l'époque, postmoderne, féministe, nationaliste, que tous contribuent à donner une forme à cette littérature. Et ce qui est important à retenir avec Pierre Neveu, c'est que dans cette expression de littérature québécoise, il essaye de nous montrer qu'il n'y a pas en fait une entité fixe, immobile, auquel réfère l'expression. Au contraire, c'est en effet une expression littérature québécoise qui est changeante, mouvante. Migrante, si on peut dire. Donc littérature migrante ou écriture migrante, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, ce corpus littéraire connaît un certain succès, n'est-ce pas? Oui, absolument. Alors avec les textes littéraires qui sont publiés, on voit aussi l'émergence de textes théoriques et critiques. Donc à part l'essai de Pierre Neveu, il y a eu aussi plusieurs livres de Simon Harel, dont Le voleur de parcours et les passages obligés de l'écriture migrante. Alors, ce sont deux ouvrages aussi qui nous poussent à réfléchir aux questions identitaires, au cosmopolitisme et à la figure de l'étranger, ainsi qu'au danger que présente la possibilité du cloisonnement entre ces écritures. Simon Harel va aussi parler du refus de l'affirmation, de la caractérisation trop facile à propos de l'écriture et de l'identité migrante. Il faudra aussi parler de Clément Moisan aussi. Oui, bien sûr. Alors Clément Moisan et Renate Hildebrand ont tracé une histoire de l'écriture migrante. Alors dans leur livre, ils parlent directement dans le sous-titre « Ces étrangers du dedans et une histoire de la littérature migrante au Québec ». Et il y a eu bien sûr, après cela, des ouvrages collectifs qui ont été publiés au Québec ou ailleurs, en France, en Italie, au Canada. Et on va en parler de quelques-uns un peu plus tard. Il y a eu évidemment aussi des thèses de doctorat, des mémoires, des articles où des chercheurs et des étudiants se sont penchés sur des œuvres d'écrivains migrants, où ils se sont attardés aux questions liées à la langue, la mémoire, le discours historique, l'emploi de mythes, d'intertextualité et ainsi de suite. J'en nomme quelques-uns. Lucie Lequin, Gilles Dupuis, Daniel Chartier, Jeannette Patterson, Marie Carrière et moi-même, mais j'en passe, il y a vraiment eu toute une panoplie de publications critiques théoriques sur les écritures migrantes. Et qui était enseigné, qui commençait à être enseigné à l'université? Alors, petit à petit, ça a pris du temps tout de même, et on a justement reproché un petit peu le fait que les textes migrants ne soient pas suffisamment incorporés à des cours de littérature québécoise ou à des recueils, des anthologies. Mais je dirais que ça change, ce n'est peut-être plus le cas actuellement, et en effet, l'Atlas littéraire du Québec participe aux efforts de décloisonner les écrivains issus de l'immigration
et montre en fait en quoi il participe à construire la littérature québécoise. Oui. Et je dirais que de plus en plus maintenant, on voit des auteurs comme Abla Faroud, Kim Thuy, Régine Robin, Daniela Ferrière, Marie-Célie Agnan, Sergio Coquis, qui font partie des listes de lecture à l'université ou au cégep. Et c'est important car cela permet de montrer aux étudiants de questionner ce que l'on entend par l'expression littérature québécoise et par extension par cet adjectif. Ce que veut dire Québécois, oui, oui, oui. Parce que l'écriture migrante, en tant que catégorie, a connu tout de même quelques contestations aussi. Je renvoie dans l'Atlas littéraire à l'article de Sarah Mochet sur Monique Larue, avec notamment la polémique de 1996. Pouvez-vous revenir sur cette affaire, si j'ose dire? Oui, alors c'est un petit texte, L'Arpenteur et le Navigateur, qui a été publié par Monique Larue, qui est aussi une écrivaine québécoise bien connue. Et c'est un essai de facture plus ou moins fictive, et dans sa réflexion, qui prenait la forme d'un dialogue imaginé entre deux écrivains, et un écrivain qui serait peut-être Monique Larue elle-même, ou du moins une voix narrative qui lui ressemble, et un autre écrivain québécois dit de souche, et sans doute lui fictif, il n'est pas nommé, qui se demande bien pourquoi les écrivains migrants reçoivent tant d'attention, pourquoi ils sont consacrés par des prix littéraires, des bourses, alors qu'ils écrivent des œuvres, et ce sont les paroles de cet écrivain fictif, des œuvres qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a toujours appelé la littérature québécoise, des œuvres qui ne s'inscrivent d'aucune manière dans son histoire, dans la logique de son développement et qui ne poursuivent pas de sa recherche d'identité. Alors c'est parti d'une conférence qui a été publiée et qui va déclencher une polémique. C'est ça, exactement. Alors dans ses propos, il y a eu un éditorial écrit par Gila Sroka dans La Tribune juive qui a réagi très fortement et qui a posé des questions à propos de ce texte en se demandant si effectivement il y avait des propos qui cherchaient à accuser la légitimité des écrivains venus d'ailleurs et leur droit à être reconnus dans l'institution littéraire québécoise. Oui, ça va déborder de la Tribune juive au Devoir, etc. Exactement. Il y a eu pendant plusieurs mois environ 60, il y a eu 66 articles écrits entre Gila Sroka et d'autres interlocuteurs dans des lettres. Et en fait, Pierre Neveu a contribué à cet échange de lettres. Et vraiment, le débat qui a eu lieu, c'était est-ce que c'était un questionnement réel et légitime ou est-ce qu'il y avait justement vraiment une contestation par rapport à l'attention que recevaient les écrivains migrants? Et alors là, on a le déclenchement d'une polémique qui va passer donc de la Tribune juive au Devoir et qui va susciter plusieurs dizaines d'articles, je crois. Oui, alors pendant plusieurs mois, des lettres, des articles ont été échangés entre justement le Devoir et la Tribune juive. Il y a eu 66 textes publiés. Dans lesquels, d'un côté, on accusait la légitimité des écrivains venus d'ailleurs et leur droit à être reconnus par et dans l'institution littéraire québécoise, et d'un autre côté, un questionnement qui est peut-être tout à fait légitime après tout. Et justement, dans ces échanges de lettres, il y avait aussi la voix de Pierre Neveu, notamment, qui, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, a beaucoup fait pour justement contribuer à cette reconnaissance de l'écriture migrante. Donc, dans l'encadré qu'a publié Dominique Garand dans l'Atlas littéraire, il a surtout fait remarquer que cette polémique qu'on appelle l'affaire Larue a marqué la polarisation, et là je le cite, entre les partisans de Sroka, issus pour la plupart des communautés culturelles, et les défenseurs de Larue, majoritairement québécois d'origine canadienne-française. Alors il y avait vraiment une certaine confusion dans toute cette affaire. Est-ce que Monique Larue exprimait dans les paroles de cet écrivain fictif et anonyme ses propres réflexions?
Est-ce qu'il s'agissait d'une interrogation légitime et sincère, cherchant à mieux comprendre comment définir un écrivain québécois ou la littérature québécoise? Ou est-ce qu'il y avait en fait au contraire voilé dans ce questionnement une certaine méfiance quant au succès des écrivains nés à l'étranger, aux dépens des écrivains que l'on disait de souche? Et oui. Et donc au fil des ans, il y a même des écrivains ayant émigré au Québec qui vont commencer à remettre en question cette catégorie, non? Oui, absolument. Il y a plusieurs de ces écrivains qui ont dit que oui, parler de leur expérience de l'immigration faisait partie de leur réflexion, de leur préoccupation. Mais en fait, tout cela passait par le biais de la fiction. Et on voyait tout de même une certaine fascination pour l'exotisme de la migrance, et au point où on ne prêtait aucune attention aux qualités littéraires de ces œuvres, voire même à d'autres thèmes, ou même certains écrivains ont contesté le fait que leurs œuvres qui ne parlaient pas d'immigration ne recevaient aucune attention. Donc par exemple, Émile Olivier, Abla Faroud, entre autres, ont déclaré en avoir assez d'être cantonnés à cette catégorie qu'ils trouvaient essentialisante, formant des ghettos littéraires en marge de la littérature québécoise à part entière. Oui, en effet. C'est aussi le cas, par exemple, du poète, psychiatre et psychanalyste Joël Desrosiers, auteur notamment de Vétiver en 2005 et de Théorie Caraïbe, poétique du déracinement. D'origine haïtienne, forcé jadis à l'exil, il a fait carrière au Québec, Joël Desrosiers, où il publie depuis plus de 30 ans. Largement reconnu aujourd'hui par l'institution littéraire, ce, entre guillemets, poète apatride ne se complaît pas nullement dans le nostalgisme de l'exil. N'est-ce pas aussi d'ailleurs le cas de la regrettée Abla Faroud, immigrante de souche, si j'ose dire, puisque d'origine libanaise, cette dramaturge québécoise a, elle aussi, fait carrière au Québec. Et pour Abla Faroud, l'écriture migrante n'est qu'une étape, je crois, dans le parcours d'un écrivain ayant immigré, mais ce n'est que cela et l'étiquette ne peut rester fixée tout au long de la vie de l'écrivain, selon elle, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et Abla Faroud, qui a vécu quand même presque toute sa vie au Québec, permettez-moi de la citer, car il y a une très belle citation qui est publiée justement dans un de ces recueils dont je parlais, un recueil qui a été publié en Italie sur les écritures migrantes au Québec. Et dans un de ses textes, Abla Faroud, elle va dire « La parole de l'immigrant est une étape dans la vie de l'écrivain immigrant, si toutefois il ne se laisse pas enfermer dans cette étiquette. J'étais loin d'imaginer que cette étiquette qui m'a servi au départ allait très vite devenir réductrice à mes yeux. Immigrante, oui, mais immigrante n'est qu'une partie de moi. » En effet. Il faudrait d'ailleurs aussi citer Émile Olivier qui, dans Repérage, en 2001, écrit, je cite, « Les territoires de l'écrivain migrant, comme pour tout écrivain, sont ceux de l'imaginaire, des formes, des mots qui fondent le sens ou perdent le sens, de l'ordinaire de la condition humaine, de ses violences, de ses échecs, de ses rêves et de ses aspirations. » Fin de citation. Est-ce que cela signifie, Catherine, la fin de l'écriture migrante? Alors oui, on pourrait se poser bien cette question, puisqu'il y a eu tant de contestations de cette catégorie, si on peut l'appeler ainsi, de ce discours un peu récupérateur qui célèbre trop facilement la diversité, la condition migrante, ou comme l'avait proposé Marco Miccone, l'identité migrante, comme si elle allait de soi, sans qu'il n'y ait de gains et sans qu'il n'y ait que des gains et que des pertes. Mais en fait, je dirais que non, ce n'est pas la fin de l'écriture migrante, et en fait, on continue à voir la publication de textes écrits, que ce soit par des écrivains ayant immigré ou avec des thèmes parlant de l'immigration. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait des approches qui tentent de remettre les pendules à l'heure, à défaire ces cloisons, pour voir en fait ce qui est partagé entre des écritures
québécoises migrantes ou non migrantes. Alors par exemple, ce qui m'intéresse moi, ce sont des approches comme le transnationalisme, la transculturalité, la mondialisation, ou encore des approches portant sur l'étude de l'espace, de la langue, des enjeux féministes, de la représentation de l'histoire avec un grand H, qui permettent d'appréhender les œuvres littéraires québécoises sans se limiter nécessairement aux questions nationales ou identitaires étroitement définies. Très juste, oui. Alors, la question, c'est de savoir comment on peut dissoudre ces clivages entre littérature québécoise et écriture migrante. Alors je pense que pour vraiment démanteler ces cloisons entre ces littératures, il faut en tout cas à mon sens les lire ou les étudier ensemble. Non pas en parallèle ou en mode comparé qui entérine les divisions, mais tout simplement de définir des corpus qui ne cherchent pas à créer deux modes ou deux vitesses ou deux niveaux de littérature québécoise. Alors Clément Moisan précise qu'en fait l'écriture migrante ne différencie pas entre écrivains qui ont connu l'immigration et ceux qui sont nés au Québec, les écrivains de souche. Les écrivains qui sont de souche, de longue date québécois, peuvent tout aussi bien être des écrivains migrants. Alors là, je pense qu'il faut nuancer un petit peu, distinguer les expériences vécues de l'exil, de la déterritorialisation et de la discrimination, du racisme. Mais on peut aussi concevoir des thèmes, des enjeux de la migrance littéraire, non pas comme des témoignages nécessairement liés à l'expérience vécue, mais de les explorer, de les tisser au sein de la trame narrative. Et cela ne nécessite pas que l'écrivain ait vraiment connu l'immigration lui-même. C'est juste. Et alors, dans cette reconfiguration des espaces littéraires au Québec, quel est le sort réservé aux écritures autochtones ? Dans cette même série d'entrevues, j'ai aussi reçu Marie-Hélène Janotte, spécialiste des littératures orales et écrites autochtones. Elle explique bien le long chemin qu'elles ont dû parcourir avant d'être légitimées par l'institution littéraire, alors même que leur culture, elle, est ancestrale, bien antérieure à l'arrivée des Occidents en Amérique du Nord. Je renvoie sur ce point à l'entrevue en question. Oui, alors je crois que c'est un élément très important à considérer. L'attention qui est accordée à l'écriture autochtone permet en fait de décentrer une perception de la littérature québécoise qui pourrait être hégémonique et en fait d'insister davantage sur les différentes identités québécoises telles qu'elles sont exprimées ou déployées dans les textes littéraires. Alors des identités qui, rappelons-le, ne sont pas fixes, qui sont mouvantes, qui s'entrecroisent et se mélangent continuellement. Et rappelons d'ailleurs en fait que plusieurs des écrivains d'immigrants évoquent aussi eux-mêmes la culture autochtone. Et là, je cite par exemple Mona Latif-Gatas, Monique Bosco et plus récemment Ayavi Laké, dans lesquels ils font parler justement immigration et culture autochtone. Alors, il faut avouer, je pense que cette expression écriture migrante perd de la vitesse et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Ça ne veut pas dire tout de même que ce phénomène disparaît complètement. Mais en fait, on peut dire il y a déjà 10 ans, Régine Brobin posait la question à savoir si l'écriture migrante avait encore un sens à l'heure d'une littérature monde en français. Oui, on revient donc à la question des étiquettes, des appellations, littérature monde, transnationale, transculturelle. Est-ce qu'on perd une spécificité québécoise en diluant tous ces termes, en les intégrant dans le débat? Oui, en fait, c'est une très bonne question, mais en fait, je crois que non. Je crois que dans les effets de mondialisation ou de transnationalisme, de transculture, où on parle aussi parfois des études, des écritures diasporiques ou minoritaires. En fait, vous savez, les étiquettes, il y en a toute une gamme, mais qu'il y a tout de même dans ce métissage que l'on constate dans les littératures, une spécificité qui revient au contexte culturel et littéraire du Québec. Donc finalement, ce qui se passe dans le contexte québécois par rapport à une certaine mondialisation n'est pas exactement ce qui se passe au Canada ou en France ou ailleurs. Donc
Donc finalement, non, il y a une spécificité, je dirais, à ce métissage dans le contexte québécois. Oui. Alors pour essayer de démêler un petit peu ces fils, je pense que c'est important de comprendre que les littératures nationales sont bousculées, sont contestées, mais elles sont loin de disparaître. Ici comme en Europe et ailleurs aussi, oui. Oui, tout à fait. Alors, je pense que finalement, dans les approches, quand on essaie d'examiner ces différentes formes de diversité de déplacement, quand on examine les éléments spatiaux, linguistiques, intertextuels, il y a des dimensions qui font foi d'une spécificité québécoise. Entendu, Catherine. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples en entrant dans le vif de certaines œuvres ? Oui, alors j'aimerais parler là finalement de quelques écrivains un peu plus récents, parce qu'en parlant de Régine Robin, Marco Micone, des écrivains qu'on connaît déjà quand à même une certaine époque, depuis, oui. c'est ça. Mais très récemment, on a vu, en fait, je dirais une sorte de recrudescence d'écriture. Donc je ne vais peut-être pas appeler migrante, mais bon, qui rentrerait dans cette foulée. Et il y a par exemple le livre Viral, publié par Mauricio Segura. Tout récent, en 2020. Voilà. Où il met en scène une confrontation entre une chauffeuse d'autobus québécoise dite de souche et un jeune homme d'apparence musulman. Et le roman met en scène différentes voies narratives qui essayent de comprendre ou d'expliquer la confrontation entre ces deux individus et qui révèlent les différentes façons de percevoir les différents défis auxquels font face les personnages et comment d'un côté le personnage musulman peut être victime de discrimination, mais aussi la chauffeuse d'autobus qui, même si elle est québécoise de souche, vit aussi avec ses propres défis, ses propres obstacles dans sa vie. Vous aviez déjà parlé un peu d'Aya Villec et il faudrait peut-être y revenir. Vous aviez un texte en particulier que vous nous recommandez ? Alors, il y a 3 ans, en 2019, elle a publié son premier recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles, mais en fait, les nouvelles sont reliées par un fil conducteur des personnages qui réapparaissent. Le marabout. Voilà, c'est le marabout. Et évidemment, et c'est le personnage du marabout qui revient dans plusieurs nouvelles. Et ce que je trouve intéressant dans ce texte-là, c'est que les références intertextuelles ont recours à la fois à la littérature du Sénégal, mais aussi du Québec. Et aussi du Québec. Et elle cite à plusieurs reprises l'essayiste Serge Bouchard. Ah. Elle y tisse aussi des éléments de réalisme magique. Et la représentation du quartier montréalais de Parc-Ex, alors où des personnages immigrants et autochtones et québécois de souche interagissent, se comprennent ou non, mais c'est-à-dire où le tissage là ne nous permet pas de démêler qui est plus ou moins québécois. Et elle a publié aussi tout récemment, en 2022, un roman cette fois-ci qui s'intitule La Cerzaine. Et donc on voit déjà une écrivaine donc qui, je dirais pas qui c'est pas elle toute seule qui va prendre la relève des écritures migrantes, mais qui avance ce discours, ces problématiques par rapport aux identités, aux traditions et aux cultures. On pourrait peut-être citer un extrait de cette œuvre. Elle écrit, je cite, « Je ne comprendrai sans doute jamais pourquoi. Quand on parle d'identité québécoise, il faut forcément opposer ceux comme moi qui viennent d'arriver de l'autre côté du monde et ceux qui sont arrivés 2 siècles avant moi. Puisque personne ne me lira, je peux l'écrire, je reste persuadé que ceux qu'on appelle immigrants et leurs enfants portent et porteront l'histoire du Québec. Ils la porteront dans leur sang, dans leurs chants, dans leurs écrits. Ils porteront la mémoire du Québec parce qu'ils s'intéressent à la mémoire du Québec, parce que quand ils arrivent ici, ils se posent des questions, ils fouillent, ils apprennent à aimer ce qui leur semble étrange ou bizarre. Ils portent fièrement leur histoire métissée
un peu du là-haut de leurs parents et beaucoup du ici. Il me semble que personne ne peut mieux comprendre cette réalité que le peuple métis. Fin de citation. Oui, c'est une très belle citation qui m'a beaucoup interpellée parce que justement, elle essaye d'interroger cette notion de qui est québécois. Et je pense que c'est ce que cette littérature fait. Elle nous pousse à se poser la question, qu'est-ce que c'est la littérature québécoise et comment est-ce qu'elle se développe, comment est-ce qu'elle évolue. Et il faudrait aussi parler de l'écrivaine et éditrice Melika Abdelmoumen, actuelle rédactrice en chef de la principale revue consacrée aux lettres québécoises, qui s'intitule d'ailleurs Lettres québécoises. Voilà ici une québécoise de naissance, Chicoutimi, d'origine maghrébine par son père et saguenayenne par sa mère. Oui, alors je trouve que l'exemple de Melika Abdelmoumen est excellent parce qu'elle a un nom, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui pourrait suggérer le parcours d'une immigrante. Or, au contraire, elle est née, comme vous l'avez dit, dans le Saguenay. C'est son père qui est d'origine tunisienne, sa mère est québécoise du Saguenay. Et en 2018, elle publie un récit plus ou moins autobiographique, intitulé 12 ans en France, où elle fait le récit de son immigration du Québec vers la France, et où elle se trouve dans une situation quelque peu incongrue. En effet, oui. Alors, elle est reçue en France comme maghrébine, et elle en parle, elle parle du fait qu'elle est typée, alors qu'elle n'est pas du tout maghrébine, elle parle avec un accent québécois, elle fréquente des anglophones, et finalement, au cours de son séjour en France, se lie d'amitié avec une femme rome. Et alors la question que je pose, c'est est-ce qu'on pourrait considérer ce texte comme étant migrant ? Oui, on est dans une double migrance, puisque c'est un retour vers la France qui la ramène au Québec, finalement. C'est exactement ça. Et elle parle évidemment de ces identités qui sont trop facilement figées. Et il y a d'autres exemples d'écrivains très récents qui publient au Québec. Je peux mentionner Emné Nazereddine qui a publié La danse du figuier, de la poésie. Manam de Rima El Khoury, chroniqueuse à la presse en 2019. Et puis Abla Faroud, juste avant son décès il y a un an, qui a publié Le dernier des Snorro en 2019. Et puis finalement Caroline Dawson qui a publié Là où je me terre en 2020 et qui a remporté le Grand Prix littéraire des collégiens en 2022. En effet, oui. Alors il est important de rappeler qu'une des difficultés avec l'écriture migrante provient du fait que ce sont souvent les origines et le parcours de l'auteur qui définissent le texte. Et moi, ce que j'aimerais remettre en question, et moi et bien sûr de nombreux autres, c'est que c'est le texte que l'on pourrait dire migrant plutôt que l'écrivain. Et donc ça ouvre la possibilité pour des écrivains qui n'ont pas immigré à écrire eux aussi des œuvres migrantes. C'est juste, oui. Alors, c'est en fait cette appellation de migrant qui fait peut-être un peu tiquer puisqu'elle évoque tout de même cette expérience de l'immigration et c'est pour cela que de mon côté je préfère privilégier des termes comme transnational, transculturel, mondialisé qui vont moins parler de l'identité de l'écrivain mais vont essayer de parler plus du texte. C'est juste, oui. Alors, donc voilà, je pense que ce qui est important, c'est que si on porte l'attention sur les textes mêmes et comment ils font parler d'autres mondes, d'autres langues, d'autres cultures, tout en étant tissés à des éléments québécois, on peut là se tourner aussi à des écrivains comme Francine Noël, Nicolas Dickner, Dominique Fortier, Perrine Leblanc, Larry Tremblay, ou encore l'exemple que je viens de donner, Melika Abdelmoumen. Donc des écrivains québécois de longue date, mais qui écrivent des textes qui pourraient être caractérisés comme traversés, migrants. c'est juste. Et quelles seraient donc les pistes à suivre en ce qui concerne l'écriture migrante et son inclusion dans la littérature québécoise aujourd'hui ?
Alors vous savez, si on avait parlé de cela il y a 5 ans, j'aurais peut-être dit oh non, l'écriture migrante, on en a fini. Mais comme vous le voyez avec les titres que je viens de citer, des livres qui ont été publiés depuis 2-3 ans, très très récents, je pense qu'il y a en fait un renouvellement d'intérêt pour des textes qui tournent finalement autour de questions identitaires. Mais je pense qu'ils le font d'une façon beaucoup plus nuancée maintenant. Mais vous savez, les questions identitaires, c'est presque inévitable dans notre contexte actuel, où il y a un petit peu une obsession avec les identités. C'est pas seulement au Québec, on voit ça en France, au Canada, en Allemagne, etc. Et au Canada aussi, cette sorte de débat entre multiculturalisme, interculturalisme, etc. Donc, porter l'attention plutôt sur les textes, c'est-à-dire sur l'attention des lecteurs, des étudiants, sur non pas le caractère exotique, c'est ça, pour rassurer les Québécois qui sont accueillants et tolérants, mais pour leur seule qualité littéraire. C'est ce que vous prônez comme approche. Voilà, c'est moi ce que j'aimerais qu'on voit, c'est qu'on essaye d'examiner un peu plus, pas seulement le parcours migratoire, mais en fait, qu'est-ce que ces textes essayent de montrer par le récit, la narration, les qualités littéraires, les différentes façons de raconter. Alors, je vois que il y avait bien sûr une remarque d'une autre chercheuse qui a beaucoup travaillé aussi sur les écritures migrantes, Ching-Se Lao, qui affirme, et là je la cite, l'à propos de la critique de la fascination démesurée et de l'exotisation des écritures migrantes, ne devrait pas faire oublier que pour plusieurs, le plaisir et la douleur éprouvés à la lecture des textes migrants ne suit en rien une mode ou un phénomène de passage. Donc vous voyez comme ça, je pense que ce n'est pas vraiment un effet de mode, mais quelque chose qui va rester avec nous. Très bien, merci infiniment Catherine pour nous avoir sensibilisés à cette littérature d'ici et d'ailleurs, une littérature qui a enfin trouvé, je crois, son public au Québec comme au Canada, une littérature à laquelle vous vous consacrez avec bonheur dans une réflexion toujours renouvelée sur les tours et détours de l'écriture et sur les migrances comparées dans le champ littéraire québécois. Merci encore, Catherine. Merci à vous.